On dit souvent que les mélodies les plus joyeuses masquent parfois les détresses les plus profondes. Bienvenue dans cette plongée au cœur des paradoxes de la gloire. Fixez cette image une ultime fois, gravez-la dans votre mémoire. Ce rictus, d'une blancheur immaculée qui semblait défier la tristesse elle-même. Cette emblématique queue de cheval blonde, véritable métronome, oscillant sur les rythmes endiablés du disco. Ces ritournelles sucrées que l'hexagone tout entier a fredonné sous la douche ou dans les embouteillages. Karen Sherrill n'était pas qu'une simple chanteuse. Elle incarnait l'idole absolue, la quintessence de la gamine sage que l'Amérique nous enviait transposée à la sauce française. Une perfection sur papier glacé, lisse sans accroc, un pur fantasme médiatique. Cependant, il est temps de briser le mythe et de vous livrer une vérité abrupte. La femme qui ondule sur vos écrans est un fantôme. Elle n'a pas péri dans un accident de la route, ni succombé à une maladie foudroyante. La réalité est infiniment plus tortueuse. Elle a subi un effacement programmé, une éradication méthodique, orchestrée par la seule main légitime à pouvoir presser la détente la sienne. En cette année 2026, du haut de ses 71 ans, la dame qui nous fait face ressent un frisson de rejet si l'on prononce le prénom Karen. Elle a reconquis son identité civile Isabelle Morizet et a consacré ces 2 dernières décennies à ensevelir sous des couches de béton armé son passé de vedette des hit-parades. Ce n'est pas un caprice de diva, c'est une question de survie mentale. C'est le récit d'une femme contrainte d'assassiner son alter ego public pour éviter que celui-ci ne dévore sa santé mentale. Mais comment en arrive-t-on à une telle extrémité ? Par quel mécanisme pervers une icône vénérée par des millions d'admirateurs en vient-elle à exécrer sa propre image au point de vouloir fracasser chaque miroir croisant son regard ? Sous les néons aveuglants des années 80, Karen Sherrill donnait l'illusion de la plénitude. Elle possédait la beauté plastique, une notoriété tentaculaire, et la fortune, mais derrière le rideau de velours, une tragédie muette consumait son existence. C'est le drame d'une intellectuelle racée, enfermée dans le costume étriqué d'une marionnette chantante, dont les fils étaient tirés par une industrie cynique, ne voyant en elle qu'une machine à quiche. Elle a offert des sourires de façade. Quand l'envie de hurler la submergeait, elle a poussé la chansonnette quand elle rêvait de débats littéraires, allant jusqu'à laisser la chirurgie remodeler ses traits dans une quête pathétique d'une perfection dictée par le regard d'autrui. Isabelle a finalement brisé l'omerta pour nous narrer comment le masque étouffant de Karen Sherrill a failli avoir sa peau l'asphyxiant lentement sous les paillettes. Pour saisir la violence inouïe de cette rupture, il est impératif de remonter le temps, de revenir à l'instant précis où le piège doré s'est refermé. Il faut revisiter cette époque où la France a succombé collectivement au charme d'un mensonge sublime. Laissez-vous emporter dans ce vortex de strass et de refrains entêtants qui a servi de bande originale à toute une décennie. Nous sommes à la charnière de la fin des années 70 et de l'aube des années 80. Une ère où le pays en pleine mutation réclamait à corps et à cri de la légèreté du fluo et une dose massive d'insouciance. Au cœur de cet univers scintillant, une jeune femme a jailli, telle une évidence dictant sa loi sur les ondes, avec une énergie vitale contagieuse et un style inimitable. Enchaînant des succès internationaux comme « Sing to me Mama »,« Show me your man » ou l'inévitable hymne « Les nouveaux romantiques », elle a saturé l'espace sonore. Karen Sherrill ne s'est pas contentée d'être une chanteuse à la mode. Elle a muté en un véritable phénomène sociétal, s'invitant chaque samedi soir dans le salon de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Il est ardu pour les jeunes générations de concevoir l'hystérie de l'époque, mais chaque apparition cathodique de Karen constituait une grand-messe télévisuelle. Elle régnait en monarque absolue sur les variétés scintillant aux côtés des monstres sacrés, sur les plateaux des Carpentiers, où son sourire ultra bright et sa queue de cheval haut perché sont devenus des marques déposées indélébiles. Ces disques ne se vendaient pas, ils s'arrachaient. Les chiffres donnent le vertige. Des millions d'exemplaires écoulés, plus de 21 millions, pour être précis, transformant le moindre de ses refrains en lingots d'or pour ses producteurs. Aux yeux du grand public, elle symbolisait l'absolu, la petite fiancée,
idéal de la France giscardienne puis mitterrandienne, celle que chaque mère rêvait d'accueillir dans sa famille et que chaque adolescente mimait devant sa glace. Chaque note émise, chaque pas de danse, calibré dans ses tenues aux couleurs acidulées, agissait comme un puissant anxiolytique sur le moral de la nation. Elle portait la promesse tacite qu'une vie simple, joyeuse et sans nuages était possible. Néanmoins, c'est exactement dans cette perfection glacée et artificielle que le verre était dans le fruit. Karen Cheryl avait dépassé le stade d'artiste. Elle était devenue une multinationale à elle seule, un produit marketing d'une redoutable efficacité, usinée pour séduire le plus grand dénominateur commun. On l'avait sculptée pour devenir cette poupée de son, docile, perpétuellement disponible, affichant une bonne humeur inaltérable, sans jamais laisser deviner la moindre lassitude ou faille humaine. Elle était l'allégorie du bonheur, mais un bonheur synthétique taillé sur mesure, pour l'objectif des caméras et les couvertures de magazines. Tandis qu'elle enchaînait les galas de province et les tournées harassantes, portées par la ferveur d'une foule qui hurlait son nom, une fracture tectonique invisible commençait à lézarder ses fondations intérieures. Car derrière les projecteurs brûlants et le vacarme des ovations, Isabelle suffoquait. Isabelle, cette jeune femme cérébrale titulaire d'un baccalauréat, avec mention qui aspirait à une destinée intellectuelle et qui réalisait avec effroi qu'elle devenait la captive de sa propre caricature. Le monde extérieur ne percevait qu'une étoile au zénith intouchable et éternel, une déesse du disco. Personne ne soupçonnait que l'oxygène se raréfiait dangereusement dans sa cage aux barreaux dorés. L'adulation des foules est une drogue dure, mais elle ne comble pas le vide existentiel lorsqu'on prend conscience que des millions d'individus chérissent une version de vous qui est une imposture. C'était l'apogée, le sommet de la vague, mais comme tout rêve trop lisse, le réveil promettait d'être violent, car le show business avait encore des exigences bien plus cruelles en réserve pour maintenir cette illusion de jeunesse perpétuelle. Alors que le public se gavait de paillettes et de sourires éclatants, une réalité bien plus glauque se tramait dans les coulisses de cette existence surexposée. Essayez d'imaginer ce que cela implique d'être traité non comme un être sensible, doté d'une âme et d'une pensée critique, mais comme un banal produit de grande consommation, aussi interchangeable qu'un baril de lessive ou un flacon de parfum en tête de gondole. Tel était le quotidien aliénant d'Isabelle prisonnière de son double lumineux. L'industrie discographique et ses producteurs obsédés par la rentabilité avaient métamorphosé la jeune femme en une poupée docile régissant les moindres aspects de sa vie. Ils dictaient sa garde-robe, la hauteur millimétrée de sa queue de cheval et, plus tragique encore, lui interdisaient formellement de vieillir. Cette injonction à la jeunesse éternelle s'est diffusée en elle comme un poison lent. À une époque où le paraître était roi, la moindre ride ou imperfection était perçue comme une faute professionnelle impardonnable. La pression psychologique était si intense qu'Isabelle a commencé à nouer une relation pathologique avec son propre reflet dans le miroir. On lui martelait sans relâche qu'elle devait demeurer cette éternelle jeune fille parfaite, figeant le temps de force alors même que son esprit lui criait son besoin de mûrir et d'évoluer. C'est cette angoisse dévorante, presque maladive, qui a fini par la consumer et la pousser à commettre ce qu'elle jugera, avec le recul, comme l'erreur la plus monumentale de toute son existence. Un geste irréfléchi, dicté par une terreur absolue, celle de ne plus être à la hauteur du monstre sacré qu'elle avait elle-même bâti. À peine âgée de 31 ans, alors que sa beauté naturelle rayonnait pourtant à son zénith, elle a cédé au chant des sirènes trompeurs de la chirurgie esthétique. Loin d'être un simple caprice de diva pour y gâter, c'était un véritable acte de désespoir, une tentative pathétique pour figer dans le marbre ce visage angélique que la France entière vénérait. Le réveil fut un choc brutal, un traumatisme intime d'une violence inouïe lorsqu'elle a enfin osé retirer les pansements pour affronter son propre reflet dans le miroir de la clinique. Ce n'était pas la perfection glacée qu'elle espérait y trouver, mais les traits d'une parfaite étrangère. Elle confiera bien plus tard avoir eu la sensation de commettre un sacrilège, d'avoir vandalisé sa propre identité pour satisfaire des diktats extérieurs impossibles à rassasier.
Elle ne parvenait plus à se reconnaître, et cette dissociation physique n'a fait qu'élargir le fossé béant qui se creusait déjà en elle. Cela a aggravé la fracture psychologique entre la superstar Karen Sherrill, adulée par les foules, et la femme de l'ombre Isabelle Morizette, qui étouffait lentement. Elle s'enfonçait dans une solitude paradoxale et bruyante, cernée par des milliers de fans en délire, mais se retrouvant chaque soir terriblement seule face à ses démons et ses angoisses nocturnes. Les contrats s'enchaînaient à un rythme infernal, ne lui laissant aucun répit, aucune bulle d'oxygène pour une vie privée, et encore moins pour cette soif de culture et de réflexion intellectuelle qui la démangeait pourtant. Elle s'était transformée en une marionnette de luxe richissime et célèbre, mais totalement dépossédée de son libre arbitre. Chaque matin, c'était la même torture enfiler le costume de Karen, ce personnage pétillant qui pesait désormais aussi lourd qu'une armure médiévale. Elle affichait ce sourire radieux aux photographes avec une discipline militaire, mais derrière la façade, c'était le chaos. Une voix intérieure commençait à hurler de douleur. C'était une voix qui implorait grâce, qui cherchait désespérément une issue de secours, mais personne, absolument personne, ne semblait capter cet appel à l'aide silencieux. La machine du show business continuait de tourner à plein régime, broyant méthodiquement l'âme de celle qui, par son talent et son image, lui servait de carburant. Mais alors qu'Isabelle se croyait définitivement condamnée à jouer ce rôle de composition jusqu'à la fin, le destin allait placer sur sa route un événement, ou plutôt une rencontre décisive qui allait faire voler en éclats toutes ses certitudes et fissurer ce masque trop lisse. Car le véritable scandale dans la vie de Karen Sherrill ne s'est pas étalé en gras à la une de la presse à sensation avec des histoires sordides de drogue ou de faillites retentissantes. Non, contrairement aux clichés tragiques des enfants stars qui déraillent en sa tragédie, à elle était bien plus intime, plus insidieuse et d'une certaine manière beaucoup plus violente psychologiquement. C'était une crise identitaire totale, une forme de schizophrénie sociale où la vraie femme Isabelle sentait sa propre existence s'évaporer sous le poids écrasant du personnage public de Karen. Essayez d'imaginer la détresse absolue de se lever chaque matin avec la conscience aiguë que le monde entier vous adore, mais qu'il adore en réalité un mensonge, une coquille vide. Elle vivait recluse dans une cage dorée où chaque nouveau disque d'or ne faisait qu'ajouter un barreau supplémentaire à sa prison. Elle se sentait comme une imposture vivante, une intellectuelle forcée de jouer les animatrices de kermesse, débitant des textes qui affamèrent son esprit. C'est précisément dans ce contexte de vertige existentiel que le destin a décidé de frapper un grand coup. Non pas sous la forme d'un drame larmoyant, mais par une simple phrase assassine et chirurgicale qui allait tout faire basculer irréversiblement. La scène se joue loin des projecteurs aveuglants des plateaux télé, lors d'une entrevue qui aurait dû être banale, mais qui s'est muée en un électrochoc vital. Elle croise alors la route de Jérôme Bellet, le redoutable patron de la station Europe 1. C'est une figure austère du journalisme sérieux aux antipodes complets des paillettes et des boules à facettes du disco. Lui, il ne la regarde pas comme une idole de la chanson. Il ne lui demande pas de signer un autographe. Au lieu de ça, il la scanne du regard et lui balance une vérité brutale qui va la transpercer sur place. Vous avez le cerveau d'une journaliste. Mais pourquoi perdez-vous votre temps à faire la guignole avec cette queue de cheval ridicule? Ces mots ont eu l'effet d'une déflagration nucléaire dans son esprit. Pour la toute première fois depuis des décennies, quelqu'un voyait enfin au-delà du fond de teint et des costumes à sequins. Quelqu'un voyait enfin Isabelle. Ce fut le point de rupture, le moment exact où tout a basculé. Une honte profonde de sa propre futilité l'a envahie immédiatement, suivie par une colère salvatrice. Elle a soudain réalisé qu'elle avait sacrifié son intelligence et sa substance sur l'autel de la popularité facile. Le vrai scandale, c'était d'avoir accepté d'être une version diminuée d'elle-même. Elle s'est vue avec une lucidité effrayante, un simple produit marketing périssable qui approchait dangereusement de sa date de péremption. La peur de l'avenir s'est alors mélangée à une soif furieuse de liberté. Elle savait désormais que pour survivre mentalement, elle allait devoir commettre l'irréparable aux yeux de ses millions de fans.
Elle devait assassiner Karen Cheryl de ses propres mains froidement. Mais comment tue-t-on une icône qui génère des millions et fait vivre toute une industrie? Comment annonce-t-on à la face du monde que la fête est finie, que le rideau tombe et que la poupée a décidé de couper elle-même ses ficelles? Le silence qu'elle s'apprêtait à briser allait provoquer un séisme, mais elle n'imaginait pas encore à quel point la reconquête de sa propre voix serait un chemin solitaire et terrifiant. Ce moment de vérité ne s'est pas produit sous les vivas d'un stade en délire, mais dans le calme résolu d'une décision irrévocable et sans retour. Pour renaître, Isabelle savait qu'elle devait orchestrer son propre suicide médiatique. Elle a fait ce que très peu d'artistes ont le courage de faire. Elle a dit non. Non aux tournées âge tendre qui remplissent les zéniths en surfant sur la nostalgie facile. Non au cachet pharaonique qu'on lui agitait sous le nez pour rechanter « Sing to me mama » une millième fois. Non à toute cette industrie qui voulait la momifier dans le formol des années 80. C'était une rupture d'une violence inouïe. Du jour au lendemain, elle a rangé les costumes à paillettes dans des malles poussiéreuses pour ne plus jamais les rouvrir. Elle s'est exilée à Los Angeles, loin de la France, pour réapprendre à vivre sans être dévisagée, pour détoxifier son esprit de cette célébrité toxique. Quand elle est finalement revenue, ce n'était plus pour donner de la voix, mais pour tendre l'oreille. Elle a troqué le micro de la chanteuse de variété pour celui de l'intervieweuse redoutable sur Europe 1. C'était là sa revanche suprême. Ceux qui la méprisaient autrefois, les intellectuels, les politiques, les grands de ce monde, se retrouvaient désormais assis face à elle, obligés de répondre à ces questions pertinentes et incisives. Aujourd'hui, à 71 ans, elle évoque Karen Cheryl à la troisième personne avec une distance clinique, comme on parlerait d'une vieille connaissance un peu encombrante, décédée il y a fort longtemps. Dans ces rares moments de confidence, elle avoue avec une franchise désarmante qu'elle ne ressent aucune once de nostalgie, seulement un immense soulagement d'en avoir fini. Elle a d'ailleurs déclaré publiquement qu'elle ne chanterait plus jamais pas une seule note même sous la torture. Une promesse qu'elle tient avec une rigueur absolue. C'est un véritable séisme médiatique. La star a juré ses grands dieux qu'elle ne s'approcherait plus jamais d'un micro, affirmant avec une détermination glaciale qu'elle préférerait subir les pires tourments, plutôt que de laisser échapper ne serait-ce qu'une unique note de musique à l'avenir. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une véritable insurrection personnelle. Elle a catégoriquement rejeté l'idée de devenir une parodie pathétique d'elle-même, refusant de s'épuiser dans une course perdue d'avance pour ressembler à la gamine qu'elle n'est plus depuis longtemps. En rayant son pseudonyme pour réafficher fièrement son patronyme d'état civil Isabelle Morizet, elle a balancé une gifle monumentale à tous les producteurs et managers qui l'avaient pressée comme un citron. Le message est limpide. Vous avez peut-être détenu les droits sur mon image de papier glacé, vous avez commercialisé ma voix à outrance, mais mon âme, elle est restée, inviolée, et ne vous a jamais appartenu. Elle évoquait une urgence absolue, celle de reconquérir sa crédibilité cérébrale, de hurler au monde qu'elle n'était pas cette ravissante idiote, juste bonne à sourire sur les plateaux. C'est un triomphe éclatant sur le système, sur les ravages du temps, et avant tout une revanche sur ses propres démons. Elle a consenti au sacrifice ultime, celui d'assassiner la vedette pailletée, pour permettre à l'être humain de survivre. Désormais, face à son miroir, ce n'est plus cette marionnette recousue par les bistouris de ses 30 ans qu'elle contemple avec effroi. Ce qui la regarde en retour, c'est enfin une femme libérée, une survivante, qui a arraché de haute lutte le privilège de laisser le temps marquer son visage et de porter son véritable nom, sans honte. Pourtant, cette émancipation radicale s'est payée au prix fort, celui de l'indifférence d'une frange du public, ses fans incapables de lui pardonner, d'avoir brisé le mythe de l'éternelle jeunesse. La trajectoire d'Isabelle Morizet, celle qui fut l'idole Karen Cheryl, va bien au-delà d'une simple séquence nostalgie ou d'une anecdote du show business parisien. Son récit résonne brutalement en nous, comme une mise en garde solennelle sur la facture salée de la gloire et sur la précarité terrifiante de notre propre identité quand elle est livrée en pâture aux autres.
On ne compte plus les artistes ni les gamins stars qui ont fini laminés par cette impitoyable machine à rêve, réduits à de simples sourires, figés sur des posters, pendant que leur fort intérieur partait littéralement en fumée. Karen, elle a eu cette chance, ou devrais-je dire cette audace inouïe de tirer le frein à main avant le crash fatal. Son itinéraire nous oblige à nous regarder dans le blanc des yeux et à questionner notre propre responsabilité de spectateurs complices. On adore nos icônes. On les place sur un piédestal divin. Mais est-on réellement capable de supporter qu'elles évoluent, qu'elles prennent des rides et qu'elles aspirent simplement à exister en dehors de nos fantasmes égoïstes? En cette année 2026, alors qu'elle navigue sereinement dans sa 8e décennie, Isabelle nous dispense une véritable leçon magistrale de dignité. Elle nous remet les idées en place en nous prouvant que toute la gloire du monde ne pèse pas un gramme si elle exige en contrepartie que l'on se trahisse soi-même. Elle a délibérément troqué la lumière aveuglante et brûlante des projecteurs pour la pénombre confortable des studios de radio, préférant de loin qu'on tende l'oreille à son esprit plutôt que de laisser des voyeurs scruter sa plastique. Cette exécution symbolique du personnage de Karen Sherrill était au fond la plus belle déclaration d'amour qu'elle pouvait se faire. Elle a démontré qu'il est possible de tout raser pour reconstruire, de refuser les étiquettes hors de prix que la société nous colle sur le front. Au final, que faut-il garder en mémoire de ce sourire ultra bright qui a saturé nos écrans durant toute la décennie 80 ? Sans doute que la vraie beauté n'a rien à voir avec la géométrie d'un visage tiré par la chirurgie ou le brillant d'un disque d'or, mais qu'elle réside dans cette liberté farouche et sauvage d'être enfin soi-même, peu importe la note à régler. Isabelle Morizet a atteint la sérénité le jour où elle a accepté de décevoir les attentes de la terre entière pour ne plus jamais avoir à se décevoir elle-même. Et si c'était ça la définition ultime d'une icône ? Quelqu'un qui a le cran de pulvériser le moule préfabriqué pour nous enseigner que la vraie vie, la palpable, commence souvent pile au moment où le rideau tombe. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit avec nous. Ne le voyez pas comme la chute d'une starlette, mais comme l'ascension magnifique d'une femme qui a su se tenir debout,